Il y a un fil si fin, si fragile, si absurdement improbable qu'il n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, il existe. Il s'étend sur 4,5 milliards d'années, de la poussière primordiale d'un nuage de gaz en effondrement jusqu'à l'instant exact où vos yeux lisent ces mots. Et si ce fil s'était rompu à un seul endroit, à n'importe lequel de ces milliards de nœuds, vous ne seriez pas là pour le savoir. Personne ne serait là. Peut-être que personne d'autre, nulle part dans l'univers, n'est là. C'est la conclusion la plus terrifiante et la plus solitaire que la science moderne puisse offrir. Et elle n'est pas le produit de la spéculation. Elle est le produit du calcul froid, méthodique, impitoyable des probabilités. Quand vous empilez chaque condition nécessaire à l'existence de la vie intelligente, quand vous multipliez chaque filtre cosmique par le suivant, le nombre qui en résulte est si petit qu'il correspond approximativement à la probabilité que cela se produise une seule fois sur une seule planète dans tout l'univers observable. Cette planète, c'est la nôtre. Croyez-vous aux extraterrestres? Ne répondez pas tout de suite. La question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Regardez le ciel un instant. L'univers est absolument immense, potentiellement infini. Notre galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et il existe environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Des chiffres qui donnent le vertige. Alors, si la Terre peut abriter la vie, pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas se reproduire ailleurs? Pendant très longtemps, la plupart des scientifiques étaient persuadés que oui. Peut-être même que vous aussi. Mais ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous proposer une idée qui vous semblera folle, peut-être même provocante ou déprimante. Nous sommes probablement les seuls dans l'univers, complètement seuls. Pas seulement dans notre système solaire, pas seulement dans notre galaxie, dans l'univers observable tout entier. Des milliers de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Et nous serions les seuls êtres conscients à contempler ce spectacle cosmique. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Ce que vous allez découvrir pourrait changer fondamentalement votre vision de notre place dans l'univers. Vous ne regarderez plus jamais le ciel nocturne de la même façon. Le fil commence par une question. Une question d'une simplicité désarmante posée un jour de 1950 par un physicien qui déjeunait avec ses collègues. Enrico Fermi déjeunait au laboratoire national de Los Alamos. La conversation dériva sur les extraterrestres, comme cela arrive parfois quand des physiciens mangent ensemble. Et soudain, Fermi posa la question qui hanterait l'astronomie pendant les 7 décennies suivantes. Mais où sont-ils? Cette question anodine cache un paradoxe vertigineux. Notre galaxie existe depuis environ 13,6 milliards d'années. Notre système solaire n'a que 4,5 milliards d'années, ce qui signifie que d'autres civilisations auraient pu émerger des milliards d'années avant nous. Même en tenant compte des limitations de la vitesse de la lumière, une civilisation technologiquement avancée aurait pu coloniser l'ensemble de notre galaxie en quelques millions d'années seulement, ce qui représente un clignement d'œil à l'échelle cosmique. Alors où sont-ils? Pourquoi n'avons-nous détecté aucun signal, aucune mégastructure, aucune sonde interstellaire? Pourquoi ce silence radio total? Pourquoi aucune visite? D'autres explications ont été proposées. Peut-être que les civilisations avancées se cachent. Peut-être qu'elles communiquent d'une façon que nous ne pouvons pas détecter. Peut-être qu'elles s'autodétruisent systématiquement avant d'atteindre les étoiles. Mais la réponse la plus simple, celle qui ne nécessite aucune hypothèse supplémentaire, est qu'ils ne sont pas là parce qu'ils n'existent pas. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner le fil. Chaque nœud du fil est un filtre cosmique, une condition qui doit être remplie pour que la vie puisse exister. Et chaque filtre réduit la probabilité d'un cran supplémentaire. La question n'est pas de savoir si un seul de ces filtres est difficile à franchir. C'est de réaliser qu'il faut les franchir tous, simultanément, sur des milliards d'années,
sans que le fil ne casse une seule fois. Faisons le calcul ensemble. Partons d'une probabilité de 100%, une certitude absolue que la vie existe partout, et voyons comment cette probabilité diminue à chaque filtre. Vous allez regarder le nombre fondre sous vos yeux comme de la glace au soleil. Le premier nœud du fil est le plus large. La position dans la galaxie. Vous avez probablement déjà entendu parler de la zone habitable autour d'une étoile, cette région où une planète n'est ni trop chaude ni trop froide pour abriter de l'eau liquide. Mais saviez-vous qu'il existe aussi une zone habitable galactique, notre galaxie, la Voie lactée? La Voie lactée n'est pas uniformément hospitalière à la vie. En fait, la majeure partie de ces 200 à 400 milliards d'étoiles se trouve dans des régions où la vie complexe aurait d'énormes difficultés à s'installer. Approchez-vous du centre galactique et vous vous retrouvez dans un environnement chaotique et mortel. Les étoiles y sont si densément concentrées que les orbites planétaires n'auraient constamment perturbées. Les supernovas y exploseraient fréquemment, stérilisant des systèmes entiers avec leur radiation. Le trou noir supermassif, Sagittarius. À étoile, au centre même de notre galaxie, émet des radiations intenses et dévore tout ce qui s'approche trop près. Éloignez-vous trop vers les bords extérieurs et vous faites face à un autre problème. La faible métallicité. Les étoiles de la périphérie contiennent très peu d'éléments lourds, ces mêmes éléments qui sont essentiels à la formation de planètes rocheuses comme la Terre. Sans carbone, sans fer, sans silicium, sans oxygène en quantité suffisante, vous ne pouvez pas construire un monde solide. Vous ne pouvez pas construire de la chimie, vous ne pouvez pas construire de la vie. La zone habitable galactique est estimée à environ 10% du volume de notre galaxie. Une fine bande annulaire située à une distance juste parfaite du centre. Notre Soleil se trouve précisément dans cette zone, dans ce qu'on appelle le bras d'Orion, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique. Ni trop près pour être irradié, ni trop loin pour manquer d'ingrédients. Le fil vient de perdre son premier nœud. Sur les centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie, seuls environ 10% se trouvent dans cette zone privilégiée. Notre probabilité vient de chuter de 100 à 10%. Mais les galaxies ne sont pas toutes comme la nôtre. Certaines sont elliptiques, d'autres irrégulières. Certaines sont en collision, d'autres en formation active. La Voie lactée est une grande galaxie spirale avec une métallicité adéquate et un taux relativement faible de phénomènes catastrophiques. Si on estime que seulement 10% des galaxies présentent des caractéristiques similaires, notre probabilité chute de 10% à 1%. Et notre galaxie se trouve dans une région relativement isolée de l'univers, loin des amas galactiques denses où les collisions et les perturbations gravitationnelles sont fréquentes. Cette position privilégiée n'est pas la norme. On estime que seulement 10% des galaxies adéquates se trouvent dans un environnement suffisamment calme. Notre probabilité passe de 1% à 0,1%. Nous n'avons considéré que le premier filtre, la position dans l'univers à grande échelle. Et notre probabilité a déjà chuté de 100% à 0,1%. Le fil tient encore. Mais il est déjà 1000 fois plus fin qu'au départ. Et nous n'avons même pas commencé à parler des étoiles, des planètes ou des conditions nécessaires à la vie. Rapprochons-nous maintenant et examinons le deuxième nœud du fil. Notre position autour de notre étoile. La fameuse zone habitable stellaire, aussi appelée la zone boucle d'or. Cette zone est définie comme la région autour d'une étoile où une planète peut maintenir de l'eau liquide à sa surface. Trop près de l'étoile et l'eau s'évapore. Pensez à Vénus avec son effet de serre infernal à 470 degrés Celsius. Trop loin et l'eau gèle complètement, comme sur Mars ou sur les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Pour notre Soleil, cette zone s'étend approximativement de 0,95 à 1,4 unités astronomiques. Une unité astronomique représente la distance Terre-Soleil,
soit environ 150 millions de kilomètres. La Terre se trouve exactement à une unité, presque parfaitement au milieu de la zone habitable. Ni trop près, ni trop loin, comme un funambule marchant exactement au milieu du fil. Mais cette zone est incroyablement étroite. Si la Terre était à 0,9 unités astronomiques, juste 10% plus proche, nous aurions un effet de serre incontrôlable comme sur Vénus. Si nous étions à 1,5 unités astronomiques, juste 50% plus loin, nous serions un monde glacé. Imaginez notre système solaire comme un terrain de football. Si le Soleil est au centre du terrain, la zone habitable ne serait qu'une fine bande de quelques centimètres de large. C'est dans cette bande incroyablement étroite que la Terre orbite. Si on considère que la zone habitable représente environ 5% du volume orbital potentiel des planètes dans un système solaire, notre probabilité chute encore, passant de 0,1% à 0,005%. Et cette zone habitable n'est pas statique, elle se déplace au cours de la vie d'une étoile. Quand une étoile vieillit, elle devient plus lumineuse et la zone habitable s'éloigne progressivement. Pour qu'une planète reste habitable sur des milliards d'années, elle doit non seulement se trouver dans la zone habitable actuelle, mais y rester suffisamment longtemps pour que la vie ait le temps d'émerger et d'évoluer. Notre Soleil est particulièrement stable. C'est une étoile de type G, de taille moyenne. Les étoiles trop massives brûlent leur carburant trop vite et explosent après quelques millions d'années seulement, bien avant que la vie n'ait le temps d'évoluer. Les étoiles naines rouges, bien plus durables, bombardent leurs planètes proches de radiations mortelles et les verrouillent en rotation synchrone, une face perpétuellement brûlante tournée vers l'étoile, l'autre plongée dans un froid éternel. Les étoiles de type G comme notre Soleil ne représentent qu'environ 7,5% des étoiles de notre galaxie. La grande majorité des étoiles sont des naines rouges, plus petites et plus froides, dont les zones habitables sont si proches de l'étoile que les planètes y subissent des forces de marée extrêmes et des éruptions stellaires dévastatrices. Et parmi ces étoiles de type G, seule une fraction possède la stabilité et l'âge nécessaires pour permettre à la vie d'émerger. Si on estime que seulement 20% des étoiles de type G sont suffisamment stables et anciennes, notre probabilité chute encore. Un autre facteur crucial est l'orbite de la planète. La Terre suit une orbite presque parfaitement circulaire autour du Soleil. Cette circularité est essentielle pour maintenir une température relativement constante tout au long de l'année. Une orbite trop elliptique ferait passer la planète alternativement trop près et trop loin du Soleil, créant des variations extrêmes de température incompatibles avec la vie. Les orbites hautement circulaires, comme celle de la Terre, sont relativement rares. Si on estime que seulement 10% des planètes dans la zone habitable ont des orbites suffisamment circulaires, notre probabilité chute encore. Le fil s'amincit à chaque nœud. Nous sommes déjà à moins d'un millionième de notre probabilité initiale. Et nous n'avons même pas parlé de ce qui rend notre système solaire si spécial. Le troisième nœud du fil concerne les gardiens cosmiques, parce que même avec une position idéale dans la galaxie et autour de la bonne étoile, sans ces protecteurs, la vie sur Terre n'aurait jamais pu exister. Commençons par Jupiter. Cette géante gazeuse qui fait 318 fois la masse de la Terre joue un rôle que les astronomes appellent parfois l'aspirateur cosmique. Grâce à son immense gravité, Jupiter capture ou dévie une grande quantité d'astéroïdes et de comètes qui autrement bombarderaient régulièrement la Terre. Pour comprendre l'importance de cette protection, regardez la Lune. Ces innombrables cratères sont les cicatrices d'impact qui se sont produits dans un environnement sans Jupiter pour filtrer les projectiles. Sans Jupiter, la Terre subirait des impacts dévastateurs beaucoup plus fréquents. Un seul impact majeur peut provoquer une extinction massive, comme celle des dinosaures il y a 66 millions d'années. Des impacts trop fréquents empêcheraient tout simplement la vie de se développer au-delà du stade microbien.
Mais la position de Jupiter est tout aussi importante que son existence. Des simulations informatiques ont montré que si Jupiter était plus proche du Soleil, elle aurait perturbé l'orbite de la Terre, la rendant instable ou l'éjectant du système solaire. Si Jupiter était plus loin, sa protection contre les impacts serait insuffisante. Il fallait que le gardien soit exactement à la bonne distance, ni trop près pour ne pas détruire ce qu'il protège, ni trop loin pour que sa protection soit effective. Les observations d'exoplanètes ont révélé que de nombreux systèmes stellaires possèdent ce qu'on appelle des Jupiters chauds, des géantes gazeuses très proches de leur étoile qui ont migré vers l'intérieur en balayant tout sur leur passage. Chaque planète rocheuse qui se trouvait sur leur chemin a été détruite ou éjectée. Le fil, dans ces systèmes, a été coupé par le gardien lui-même. Si on estime que seulement 10% des systèmes planétaires ont une configuration similaire aux nôtres, avec une géante gazeuse bien placée, notre probabilité chute encore. Mais le gardien le plus important de la vie terrestre est peut-être notre Lune. Notre satellite naturel est exceptionnellement grand par rapport à la taille de sa planète. Le rapport de taille Lune-Terre est de très loin le plus élevé du système solaire. Et cette Lune massive joue plusieurs rôles absolument cruciaux. Premièrement, elle stabilise l'axe de rotation de la Terre. Sans la Lune, l'inclinaison de notre planète varierait chaotiquement sur des périodes de quelques millions d'années, passant de 0 à 85 degrés. Imaginez un monde où le pôle Nord pointe directement vers le Soleil pendant une moitié de l'année, créant des saisons d'une violence inimaginable. Une moitié de la planète en permanence dans la nuit glaciale, tandis que l'autre brûle sous un soleil qui ne se couche jamais. Quelques millions d'années plus tard, plus de saisons du tout. Ces variations climatiques extrêmes auraient rendu la vie complexe impossible. Deuxièmement, la Lune a considérablement ralenti la rotation de la Terre par effet de marée. Sans elle, notre planète tournerait beaucoup plus vite, avec des journées de seulement 8 heures environ. Cela entraînerait des vents de surface catastrophiques de plus de 300 km/h, rendant la vie terrestre pratiquement impossible. Et comment notre Lune s'est-elle formée? Par un événement d'une improbabilité stupéfiante. La collision de la prototerre avec un objet de la taille de Mars, nommé Theia, il y a environ 4,5 milliards d'années. Cette collision devait être parfaitement calibrée, trop violente, et les deux corps auraient été pulvérisés sans former de système stable. Pas assez violente, et ils n'auraient pas fusionné correctement. L'angle d'impact devait être précis pour créer un système Terre-Lune viable. C'est comme si vous lanciez deux billes à travers une pièce et qu'elles devaient se rencontrer, exactement avec le bon angle et la bonne vitesse pour former un système stable plutôt que de se briser en morceaux. Le fil, à ce nœud particulier, ne tenait qu'à un angle d'impact. On estime très généreusement que seulement 1% des planètes terrestres dans la zone habitable possèdent un satellite aussi massif et aussi parfaitement positionné. Le fil est maintenant plus fin qu'un cheveu. Et nous n'avons même pas parlé de ce qui se passe à la surface de la planète elle-même. Le quatrième nœud du fil est peut-être le plus extraordinaire, parce qu'il concerne deux systèmes que la Terre possède et qu'aucune autre planète rocheuse de notre système solaire ne possède. La tectonique des plaques et le champ magnétique. Notre croûte terrestre est fractionnée en une vingtaine de plaques qui flottent sur le manteau semi-liquide en dessous. Ces plaques se déplacent lentement, à quelques centimètres par an, créant des chaînes de montagnes lorsqu'elles se rencontrent, des fosses océaniques lorsqu'elles plongent l'une sous l'autre, et de nouvelles croûtes lorsqu'elles s'écartent. Ce phénomène peut sembler banal. En réalité, il est extrêmement rare. Vénus, Mars, Mercure ont toutes une croûte monolithique, une seule plaque qui recouvre toute la planète. Aucune d'entre elles ne possède de tectonique des plaques. Et cette tectonique est cruciale pour la vie, pour des raisons que la plupart des gens n'imaginent pas. Elle agit comme un thermostat planétaire en régulant le cycle du carbone à long terme. Le dioxyde de carbone atmosphérique se dissout dans l'eau de pluie,
formant un acide faible qui érode les roches. Le carbone est transporté vers les océans où il finit par être piégé dans les sédiments. Lorsque ces sédiments sont entraînés dans le manteau par la subduction des plaques, une partie du carbone y reste piégée tandis qu'une autre est relâchée dans l'atmosphère par le volcanisme. Ce cycle maintient la température terrestre dans une fourchette compatible avec la vie sur des milliards d'années. Sans tectonique des plaques, le dioxyde de carbone s'accumulerait inexorablement dans l'atmosphère, créant un effet de serre incontrôlable comme sur Vénus, ou resterait piégé dans les roches, refroidissant progressivement la planète jusqu'à une glaciation totale. La tectonique crée aussi une diversité d'habitats et de niches écologiques, des montagnes aux plaines, des fosses océaniques aux plateaux continentaux, favorisant la biodiversité. Elle recycle les nutriments essentiels à la vie, ramenant à la surface des éléments qui auraient été autrement définitivement enfouis dans les profondeurs. Pour qu'une planète ait une tectonique des plaques, il faut une combinaison très spécifique de facteurs. Une taille planétaire suffisante pour maintenir un intérieur chaud. Une quantité précise d'eau pour lubrifier les zones de subduction. Et une composition chimique particulière de la croûte et du manteau. Des estimations suggèrent que moins de 5% des planètes rocheuses de taille terrestre pourraient potentiellement développer une tectonique des plaques stable et durable. Le fil s'amincit encore. Passons maintenant au champ magnétique terrestre. Notre planète possède un noyau externe liquide composé principalement de nickel et de fer en fusion. Les mouvements de convection dans ce noyau, combinés à la rotation de la Terre, génèrent un puissant champ magnétique par un phénomène appelé l'effet dynamo. Ce champ magnétique crée une bulle protectrice autour de notre planète, la magnétosphère, qui dévie les particules chargées du vent solaire et les rayons cosmiques. Sans cette protection, les radiations auraient progressivement arraché notre atmosphère, comme cela s'est produit pour Mars, et bombardé la surface de radiations mortelles pour la plupart des formes de vie complexes. Mars avait probablement un champ magnétique au début de son histoire, mais il s'est éteint lorsque son noyau s'est refroidi. Résultat, son atmosphère a été progressivement arrachée par le vent solaire, transformant une planète potentiellement habitable en désert glacé. Pour maintenir un champ magnétique puissant et stable pendant des milliards d'amours d'années, une planète a besoin d'un noyau métallique liquide de taille adéquate, d'une rotation suffisamment rapide et d'une source de chaleur durable pour maintenir la convection. C'est encore une fois une combinaison très spécifique de facteurs. Si on estime que seulement 10% des planètes rocheuses de taille terrestre peuvent maintenir un champ magnétique puissant et stable sur des milliards d'années, notre probabilité chute encore. Mais les neutres du fil ne se limitent pas aux conditions planétaires statiques. Il faut aussi que le fil survive aux catastrophes. Et la Terre en a traversé des dizaines qui auraient chacune pu l'anéantir. Il y a environ 720 millions d'années, quelque chose de terrible est arrivé. La Terre entière a gelé. Pas une ère glaciaire ordinaire avec des calottes polaires qui s'étendent vers les latitudes moyennes. Un gel total. Les océans recouverts de glace de l'équateur au pôle. La surface entière de la planète transformée en une boule de neige géante flottant dans l'espace. C'est l'hypothèse de la Terre boule de neige, soutenue par des preuves géologiques trouvées sur chaque continent, des dépôts glaciaires tropicaux qui ne peuvent s'expliquer que si la glace recouvrait la Terre entière. La vie a survécu, mais de justesse. Des poches de chaleur volcanique sous la glace, des sources hydrothermales au fond des océans, ont fourni les derniers refuges pour les organismes microscopiques qui portaient le fil de la vie. Le volcanisme a fini par sauver la planète, émettant suffisamment de dioxyde de carbone pour créer un effet de serre massif qui a fait fondre la glace. Mais si le volcanisme avait été un peu moins actif, si les refuges avaient été un peu moins nombreux, si la période glaciaire avait duré un peu plus longtemps, le fil aurait cassé. La vie sur Terre se serait éteinte il y a 700 millions d'années, et le reste de l'histoire, les animaux, les plantes, les cerveaux,
la conscience n'aurait jamais existé. Et ce n'est pas la seule fois que la vie a frôlé l'extinction. La Terre a connu 5 grandes extinctions de masse documentées dans les archives fossiles. La plus dévastatrice, l'extinction du Permien-Trias il y a environ 252 millions d'années, a éliminé environ 96% de toutes les espèces marines et 70% des espèces terrestres. 96%. La vie a failli disparaître entièrement. Le fil a tremblé si violemment qu'il a perdu presque tous ses brins, mais quelques brins ont tenu. Et à partir de ces quelques brins, la vie s'est reconstituée, s'est diversifiée à nouveau et a fini par produire les dinosaures, les mammifères et finalement nous. Chaque extinction massive est un nœud du fil où tout aurait pu s'arrêter. Et chaque récupération après une extinction est un petit miracle de résilience biologique. Le fil ne tient pas parce qu'il est solide. Il tient parce que la vie est obstinée. Parce que même quand 96% de tout est mort, les 4% restants refusent de lâcher. Il y a un autre facteur que les partisans de l'hypothèse de la Terre rare soulignent et qui est rarement discuté dans les médias populaires. C'est le timing de notre système solaire dans l'histoire de la galaxie. Notre Soleil est une étoile de 3e génération. Cela signifie que les atomes qui composent notre système solaire, y compris les atomes de votre corps, ont été forgés dans le cœur d'au moins 2 générations précédentes d'étoiles qui ont vécu, sont mortes, et ont dispersé leurs entrailles dans l'espace. Les éléments lourds nécessaires à la vie, le carbone, l'oxygène, le fer, le phosphore, n'existaient pas dans l'univers primordial. Ils ont été fabriqués à l'intérieur des étoiles par fusion nucléaire, puis dispersés dans l'espace par les explosions de supernovae. Il a fallu plusieurs générations d'étoiles pour que la métallicité du milieu interstellaire atteigne un niveau suffisant pour former des planètes rocheuses avec une chimie assez complexe pour supporter la vie. Le Soleil est né il y a 4,6 milliards d'années, soit environ 9 milliards d'années après le Big Bang. Il a fallu 9 milliards d'années de nucléosynthèse stellaire pour produire suffisamment d'éléments lourds dans notre coin de la galaxie. Des systèmes stellaires formés plus tôt n'auraient pas eu accès aux mêmes ingrédients. Trop peu de carbone, trop peu de fer, trop peu de ces éléments sans lesquels ni les planètes rocheuses ni la chimie organique ne sont possibles. Et les systèmes stellaires formés trop tard, dans le futur lointain de la galaxie, feront face à d'autres problèmes. Le taux de formation stellaire dans la Voie lactée est en déclin. Les nuages de gaz à partir desquels naissent les nouvelles étoiles se raréfient, la galaxie vieillit. Les meilleures années pour la formation de systèmes planétaires capables d'abriter la vie pourraient être derrière nous. Nous vivons peut-être dans une fenêtre temporelle, cosmique, relativement étroite, un âge d'or de la chimie stellaire qui n'a pas toujours existé et qui ne durera pas éternellement. Le fil ne pouvait pas se former trop tôt dans l'histoire de l'univers, parce que les ingrédients n'étaient pas disponibles. Et il ne pourra peut-être plus se former dans le futur lointain, parce que les conditions ne seront plus réunies. Nous existons dans une fenêtre. Et cette fenêtre est peut-être la seule qui ait jamais été ouverte assez longtemps pour qu'un fil puisse s'y étendre sans se rompre. Le fil est maintenant si fin que le moindre souffle pourrait le rompre. Nous sommes à moins d'un 10 milliardième de notre probabilité initiale. Et nous n'avons toujours pas parlé de l'eau. Le 5e nœud du fil est l'eau. Notre planète est souvent appelée la planète bleue, et pour cause. Environ 71% de sa surface est recouverte d'eau. Cette abondance d'eau liquide est extraordinairement rare dans l'univers. Même dans notre système solaire, l'eau existe principalement sous forme de glace, sur les lunes d'Europe et d'Encelade, ou de vapeurs piégées dans des atmosphères toxiques. L'eau liquide est le solvant universel de la vie. Toutes les réactions biochimiques que nous connaissons se déroulent en solution aqueuse. L'eau transporte les nutriments, élimine les déchets et permet la diffusion des molécules nécessaires au processus biologique. Sans eau liquide, la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Ce qui est remarquable, c'est le cycle de l'eau terrestre.
L'eau s'évapore des océans, forme des nuages, retombe en pluie ou en neige, ruisselle sur les continents et retourne finalement aux océans. Ce cycle purifie constamment l'eau et la redistribue sur toute la planète, créant des environnements habitables diversifiés. Chaque goutte de pluie qui tombe sur votre visage fait partie d'un cycle qui dure depuis des milliards d'années. Un cycle qui a permis au fil de tenir. Mais pour maintenir ce cycle sur des milliards d'années, une planète a besoin d'une combinaison très précise de température, de pression atmosphérique, de gravité et de topographie. Trop de chaleur et toute l'eau s'évapore dans l'espace. Pas assez et elle reste gelée. Une gravité trop faible et la vapeur d'eau s'échappe dans l'espace. Une gravité trop forte et l'atmosphère devient trop dense. La quantité d'eau sur Terre est également juste parfaite. Avec un peu plus d'eau, la planète serait entièrement recouverte d'océans, sans continent émergé, et la tectonique des plaques fonctionnerait différemment. Avec un peu moins, les déserts domineraient et le cycle hydrologique serait compromis. Cette quantité d'eau est probablement le résultat d'un équilibre délicat entre l'apport initial d'eau par les astéroïdes et les comètes et les pertes dues à divers processus géologiques. On estime que seulement 1% des planètes rocheuses dans la zone habitable possèdent la quantité d'eau exacte pour maintenir un cycle hydrologique stable sur des milliards d'années. Le fil tremble à chaque nouveau nœud, et le cycle du carbone, tout aussi crucial, le met encore plus en tension. Le carbone est l'élément de base de toute chimie organique, et donc de la vie telle que nous la connaissons. Sur Terre, le carbone circule constamment entre l'atmosphère, les océans, les sols et la croûte terrestre dans un cycle d'une complexité vertigineuse où chaque composant dépend des autres. Ce cycle agit comme un thermostat planétaire d'une précision extraordinaire. Lorsque la température augmente, l'altération des roches silicatées s'accélère, piégeant plus de dioxyde de carbone et refroidissant la planète. Lorsque la température baisse, ce processus ralentit, permettant au dioxyde de carbone volcanique de s'accumuler et de réchauffer la planète. Ce mécanisme de rétroaction négative a maintenu la Terre dans une fourchette de température compatible avec la vie pendant des milliards d'années, malgré une augmentation de 30% de la luminosité solaire durant cette période. 30%. Le Soleil est presque un tiers plus lumineux aujourd'hui qu'il ne l'était quand la vie est apparue. Et pourtant, la température moyenne de la Terre est restée dans une fourchette étroite. C'est le fil qui tient, malgré le vent qui se lève. Pour qu'un tel cycle fonctionne, une planète a besoin d'une combinaison de tectonique des plaques, d'activité volcanique, de masse continentale, d'océans et d'une biosphère active. Si on estime que seulement 1% des planètes possédant un cycle d'eau stable développent également un cycle du carbone autorégulateur efficace, notre probabilité chute encore. Nous sommes maintenant à 1 million de milliardièmes de notre probabilité initiale. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, c'est comme si vous deviez trouver un grain de sable spécifique parmi tous les grains de sable de toutes les plages de toute la Terre, les yeux bandés. Et le plus fou, c'est que nous n'avons même pas abordé d'autres facteurs cruciaux. L'inclinaison de l'axe terrestre à 23,5 degrés, juste assez pour créer des saisons modérées sans provoquer d'extrêmes climatiques destructeurs. La vitesse de rotation, juste assez rapide pour maintenir un champ magnétique fort et des courants atmosphériques gérables, mais pas si rapide que les vents deviennent catastrophiques. La composition atmosphérique précise, avec un mélange d'azote et d'oxygène dans des proportions qui permettent à la fois la respiration et la combustion sans que l'atmosphère ne s'enflamme. La stabilité climatique à long terme, maintenue par des dizaines de systèmes de rétroaction interdépendants dont la plupart ne sont pas encore entièrement compris. Si on devait inclure tous ces facteurs supplémentaires, notre probabilité chuterait encore de plusieurs ordres de grandeur. Prenons un moment pour examiner cette composition atmosphérique, parce qu'elle est bien plus miraculeuse qu'elle n'en a l'air. L'atmosphère terrestre est composée de 78% d'azote, 21% d'oxygène,
et environ 1% d'argon et d'autres gaz traces. Ce mélange semble banal. Il est tout sauf banal. L'oxygène d'abord. L'oxygène moléculaire est un gaz hautement réactif. Il veut se combiner avec tout. Avec le fer, il forme de la rouille. Avec le carbone, il forme du dioxyde de carbone. Avec l'hydrogène, il forme de l'eau. Laissé à lui-même dans une atmosphère planétaire, l'oxygène libre disparaîtrait en quelques millions d'années, consommé par les réactions chimiques avec les roches et les minéraux de la surface. Le fait que notre atmosphère contienne 21% d'oxygène libre est une anomalie si flagrante que si un astronome extraterrestre observait la Terre de loin, ce seul fait lui signalerait immédiatement que quelque chose de biologique se produit à la surface. L'oxygène de notre atmosphère est entièrement produit par la photosynthèse, par des plantes, des algues et des cyanobactéries qui absorbent le dioxyde de carbone et l'eau et qui rejettent de l'oxygène comme déchet. Sans la biosphère terrestre, notre atmosphère ressemblerait à celle de Mars ou de Vénus, dominée par le dioxyde de carbone, sans une trace d'oxygène libre. L'atmosphère que nous respirons n'est pas un cadeau géologique, c'est un produit biologique. La vie a créé l'air que nous respirons, et cet air, à son tour, permet la vie complexe qui le produit. Un autre cercle, un autre nœud du fil qui tient parce que tous les autres nœuds tiennent aussi. Mais l'oxygène n'a pas toujours été là. Pendant les 2 premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre, l'atmosphère ne contenait pratiquement pas d'oxygène libre. C'était un monde anaérobie, dominé par des micro-organismes qui n'avaient pas besoin d'oxygène pour vivre. Puis, il y a environ 2,4 milliards d'années, quelque chose de catastrophique s'est produit. Les cyanobactéries ont commencé à produire de l'oxygène en quantité massive par la photosynthèse. L'oxygène, toxique pour la plupart des formes de vie de l'époque, s'est accumulé dans l'atmosphère dans ce que les géologues appellent la grande oxydation. Ce fut probablement la plus grande extinction de masse de l'histoire de la vie. L'oxygène, ce gaz que nous considérons comme synonyme de vie, a tué la majeure partie de la biosphère existante. C'était un poison, un déchet métabolique qui a envahi l'atmosphère et anéanti les organismes qui ne pouvaient pas le tolérer. Mais certains organismes ont survécu. Et parmi eux, certains ont appris à utiliser l'oxygène comme source d'énergie, développant la respiration aérobie, un processus métabolique environ 16 fois plus efficace que la fermentation anaérobie. C'est cette efficacité énergétique qui a rendu possible la vie complexe. Les animaux, les plantes, les champignons, tout ce qui est plus grand qu'une bactérie doit son existence au fait que certains organismes ont transformé un poison en carburant. Le fil à ce nœud a tenu de justesse. La vie a failli se tuer elle-même avec ses propres déchets. Et c'est précisément cette catastrophe qui a ouvert la porte à toute la complexité biologique qui a suivi. Considérons aussi l'azote, le constituant principal de notre atmosphère. L'azote est un gaz relativement inerte, ce qui en fait un excellent tampon atmosphérique. Il dilue l'oxygène à un niveau où l'atmosphère peut soutenir la combustion sans s'enflammer spontanément. Si la proportion d'oxygène dépassait 25%, les forêts y brûleraient en permanence après chaque éclair. Si elle tombait en dessous de 15%, les feux ne pourraient pas s'allumer et de nombreux processus métaboliques seraient compromis. L'oxygène est dans une fourchette étroite, maintenu là par un équilibre délicat entre la photosynthèse, la respiration, l'altération des roches et le volcanisme. Le fil ne tient pas tout seul. Il est maintenu en tension par des dizaines de systèmes de rétroaction interconnectés, chacun calibré avec une précision qui défie le hasard. Mais tout ce que nous avons discuté jusqu'ici ne concerne que les conditions nécessaires pour qu'une planète puisse potentiellement abriter la vie. Nous n'avons pas encore abordé le problème le plus difficile de tous. Comment la vie elle-même est-elle apparue? Parce que, même sur une planète qui possède toutes les conditions parfaites, l'eau liquide, le cycle du carbone, la tectonique des plaques, le champ magnétique, la bonne étoile, la bonne position dans la galaxie,
même sur cette planète miraculeuse, la vie n'est pas garantie. Il faut encore qu'elle naisse. Et le passage de la chimie inerte à la biologie vivante est peut-être le nœud le plus mystérieux et le plus fragile de tout le fil. Le problème est connu sous le nom d'abiogénèse. Comment des molécules mortes deviennent-elles des cellules vivantes? Comment des réactions chimiques ordinaires se transforment-elles en un système capable de se reproduire, de métaboliser l'énergie et d'évoluer? Nous ne connaissons pas la réponse. Pas encore. Mais ce que nous savons est révélateur. Les expériences de Stanley Miller et Harold Urey en 1953 ont montré que des acides aminés, les briques de base des protéines, peuvent se former spontanément dans des conditions similaires à celles de la Terre primitive. C'est encourageant. Mais des acides aminés ne sont pas de la vie. La distance entre des acides aminés flottant dans un océan primordial et une cellule vivante capable de se reproduire est comparable à la distance entre un tas de briques éparpillées sur un terrain vague et une cathédrale. Une cellule vivante, même la plus simple, est une machine d'une complexité stupéfiante. Elle doit posséder un code génétique capable de stocker et de transmettre l'information. Elle doit posséder un mécanisme pour lire ce code et le traduire en protéines fonctionnelles. Elle doit posséder une membrane pour séparer son intérieur de l'environnement extérieur. Elle doit posséder un système métabolique pour extraire de l'énergie de son environnement. Et tous ces systèmes doivent fonctionner ensemble, dès le départ, parce qu'aucun d'entre eux ne fonctionne sans les autres. C'est le problème de l'œuf et de la poule à l'échelle moléculaire. L'ADN contient l'information pour fabriquer les protéines. Mais les protéines sont nécessaires pour lire et copier l'ADN. Ni l'un ni l'autre ne peut exister sans l'autre. Comment le système a-t-il démarré? L'hypothèse la plus populaire est le monde à ARN. L'idée que l'ARN, un cousin chimique de l'ADN, a pu servir à la fois de porteur d'informations et de catalyseur chimique avant que l'ADN et les protéines ne prennent le relais. Mais même cette hypothèse fait face à d'énormes difficultés. La formation spontanée de molécules d'ARN suffisamment longues et fonctionnelles dans un environnement prébiotique reste un problème non résolu. Certains scientifiques estiment que l'apparition de la vie est un événement si improbable que même sur une planète parfaitement configurée, elle pourrait ne se produire qu'une fois sur des milliards de tentatives. D'autres pensent que la vie est un phénomène relativement commun, qui émerge presque inévitablement quand les conditions sont réunies. La vérité est que nous n'en savons rien. Nous avons un seul point de données, la Terre. Et un seul point de données ne permet pas de tracer une courbe. C'est peut-être le problème épistémologique le plus profond de toute la science. Nous essayons de déterminer la probabilité d'un événement dont nous n'avons qu'un seul exemple. C'est comme essayer de déterminer la probabilité de gagner à la loterie en n'interrogeant que les gagnants. Tous vous diront que c'est facile, qu'il suffit d'acheter un billet. Mais ils ne représentent pas la population générale. Ils représentent le biais de survie dans sa forme la plus pure. Nous sommes les gagnants de la loterie cosmique et nous essayons de déterminer la difficulté du jeu en examinant notre propre billet gagnant. Nous regardons la Terre, nous voyons la vie, et nous concluons que la vie doit être commune. Mais cette conclusion est exactement ce que conclurait n'importe quel gagnant de n'importe quelle loterie. Ce n'est pas une analyse objective de la probabilité. C'est le biais de l'observateur qui regarde sa propre chance et la prend pour une loi universelle. Le philosophe Nick Bostrom de l'Université d'Oxford a formalisé cette idée dans ce qu'il appelle l'effet de sélection observationnelle. Nous ne pouvons exister que dans un univers et sur une planète où les conditions permettent notre existence. Donc, notre observation de conditions favorables ne nous dit rien sur la fréquence de ces conditions dans l'univers en général. C'est exactement comme si un poisson dans un aquarium concluait que tout l'océan est chauffé à 25 degrés avec un filtre et des plantes en plastique. Non, l'aquarium est l'exception. L'océan est immense, froid et largement inhabitable. La Terre est peut-être l'aquarium.
L'univers est peut-être l'océan. Et nous sommes peut-être les poissons qui contemplent leur petit volume d'eau chaude et qui en concluent que tout l'univers doit être aussi accueillant. Il y a une autre façon de penser à ce problème qui est peut-être plus viscérale. Imaginez que vous êtes le résultat d'un tirage de loterie avec un nombre inimaginable de combinaisons possibles. Vous existez. Vous avez gagné. Mais le fait que vous ayez gagné ne signifie pas que le jeu est facile. Cela signifie seulement que, parmi toutes les combinaisons possibles, une seule a été tirée. Et que vous êtes cette combinaison. La probabilité que cette combinaison spécifique soit tirée était peut-être d'1 sur 1 milliard de milliards. Mais elle a été tirée quand même. Parce que quelqu'un devait gagner ou personne ne gagnerait, et dans ce cas, personne ne serait là pour poser la question. Le fil a tenu. C'est un fait. Mais le fait qu'il ait tenu ne prouve pas qu'il était facile de tenir. Il prouve seulement qu'il a tenu une fois. Et une fois pourrait bien être le maximum. Ce que nous savons, c'est que la vie est apparue sur Terre relativement tôt dans son histoire, moins d'1 milliard d'années après la formation de la planète, peut-être même quelques centaines de millions d'années seulement. Certains y voient un signe que la vie émerge facilement. Mais d'autres font remarquer que nous ne pouvons observer que les planètes où la vie est effectivement apparue, parce que nous n'existerions pas pour poser la question autrement. C'est le biais anthropique. Nous ne pouvons observer l'univers que depuis un endroit où des observateurs existent, et cela fausse notre perception de la probabilité. Le fil, à ce nœud, est invisible. Nous ne pouvons pas le mesurer. Nous ne pouvons pas estimer son épaisseur. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a tenu sur la Terre, et que nous n'avons aucune preuve qu'il ait tenu ailleurs. Il y a un aspect de l'apparition de la vie que les scientifiques trouvent particulièrement troublant. C'est la question de l'homochiralité. Les acides aminés, les briques de base des protéines, existent sous deux formes qui sont l'image miroir l'une de l'autre, comme une main gauche et une main droite. On les appelle les formes L et D. En chimie prébiotique, les deux formes se produisent en quantités égales. Aucune loi de la physique ne favorise l'une par rapport à l'autre. Et pourtant, toute la vie sur Terre utilise exclusivement les acides aminés de forme L, sans exception. Des bactéries les plus simples aux neurones de votre cerveau. Toute la biologie terrestre est construite sur une seule chirité. Si une protéine contenait un mélange de formes L et D, elle ne se replierait pas correctement et ne fonctionnerait pas. Comment la vie a-t-elle choisi ? Et pourquoi ce choix semble-t-il avoir été fait une seule fois, au tout début, puis transmis à toutes les formes de vie qui ont suivi ? C'est comme si le fil, à son tout premier nœud, avait dû choisir de passer à droite ou à gauche, et que ce choix avait déterminé la structure de tout ce qui a suivi pour les 4 milliards d'années suivantes. Puis il y a le problème de la concentration. Pour que les réactions chimiques prébiotiques se produisent à un rythme suffisant, les molécules organiques devaient être concentrées dans un espace restreint. Les océans sont immenses. Les molécules s'y diluent rapidement. Comment des molécules produites en infime quantité dans un océan global ont-elles pu se trouver au même endroit, au même moment, en concentration suffisante pour réagir les unes avec les autres et former des structures plus complexes? Plusieurs hypothèses ont été proposées. Les sources hydrothermales au fond des océans, où l'eau brûlante et chargée de minéraux jaillit des fissures de la croûte terrestre, créant des gradients d'énergie et des surfaces catalytiques qui auraient pu concentrer et organiser les molécules. Les étangs volcaniques en surface, soumis à des cycles d'humidification et de dessiccation qui auraient concentré les molécules à chaque évaporation. Les cristaux de pyrite ou d'argile qui auraient dit et pu servir de matrice, alignant les molécules dans des configurations favorables. Chaque hypothèse est plausible. Aucune n'a été définitivement prouvée, et chacune ajoute un nœud supplémentaire au fil. Il ne suffit pas que les bonnes molécules existent, il faut qu'elles se trouvent au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions, avec les bonnes sources d'énergie, et qu'elles s'assemblent dans le bon ordre. Et puis il y a le problème de la membrane.
Une cellule vivante doit être séparée de son environnement. Sans membrane, les molécules intérieures se dispersent et la cellule cesse d'exister comme entité distincte. Les membranes cellulaires modernes sont des structures sophistiquées composées de phospholipides, des molécules qui possèdent une extrémité hydrophile qui aime l'eau et une extrémité hydrophobe qui la repousse. Cette double nature les pousse à s'auto-organiser spontanément en bicouches, formant des vésicules sphériques fermées. La bonne nouvelle est que cette auto-organisation a été démontrée en laboratoire. Des mélanges de lipides simples peuvent former spontanément des vésicules dans les bonnes conditions. La mauvaise nouvelle est que ces vésicules sont fragiles, instables et perméables de manière non sélective. La transition d'une simple vésicule lipidique à une membrane cellulaire fonctionnelle capable de contrôler ce qui entre et ce qui sort est un saut d'une complexité considérable, et tout cela ne concerne que les conditions physiques et chimiques. La véritable énigme reste l'information. Comment un système chimique auto-réplicatif a-t-il acquis la capacité de stocker et de transmettre de l'information? L'ADN est un système de stockage d'informations d'une élégance extraordinaire. Les 4 bases, adénine, thymine, guanine et cytosine, forment un alphabet de 4 lettres qui peut encoder n'importe quelle protéine, n'importe quel organisme, n'importe quelle forme de vie. Mais cet alphabet ne s'est pas inventé lui-même. Quelque chose de plus simple a dû le précéder. L'hypothèse du monde à ARN propose que l'ARN a été cette molécule plus simple, capable à la fois de stocker de l'information et de catalyser des réactions chimiques. Des ribosymes, des molécules d'ARN capables de catalyser des réactions spécifiques, ont été découverts dans les années 1980, donnant du poids à cette hypothèse. Mais la synthèse spontanée de nucléotides d'ARN dans des conditions prébiotiques reste un problème non résolu. Les nucléotides sont des molécules complexes composées d'un sucre, d'un groupe phosphate et d'une base azotée, et leur assemblage spontané dans les bonnes configurations est chimiquement difficile. Le biochimiste Robert Shapiro a comparé la probabilité de la formation spontanée d'un ARN autoréplicatif fonctionnel à celle d'un singe tapant Shakespeare sur une machine à écrire. La comparaison est peut-être un peu exagérée, mais le problème sous-jacent est réel. Le passage de la chimie simple à la biochimie complexe est un gouffre dont nous ne connaissons pas encore la passerelle, et c'est peut-être le nœud le plus important du fil. Parce que si ce nœud est aussi difficile à franchir qu'il semble l'être, alors même dans un univers rempli de planètes parfaitement habitables, la vie pourrait être extraordinairement rare. Les conditions peuvent être parfaites. La chimie peut être prête. L'eau peut être là. Le carbone peut circuler. La tectonique peut fonctionner. Et malgré tout, le fil peut se rompre à ce nœud-là. Parce que la chimie ne trouve jamais le chemin. Parce que les bonnes molécules ne se rencontrent jamais. Parce que le hasard, ce joueur de dés cosmique, ne lance jamais la bonne combinaison. La Terre a lancé la bonne combinaison. Une fois. Les découvertes d'exoplanètes des 2 dernières décennies ont simultanément nourri l'espoir et approfondi le mystère. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a révélé que les planètes sont extraordinairement communes dans notre galaxie. Presque chaque étoile possède au moins une planète. Certaines estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée. Parmi ces planètes, Kepler et son successeur TESS ont identifié des milliers de candidates dans les zones habitables de leurs étoiles respectives. Des planètes rocheuses de taille terrestre, orbitant à des distances où l'eau liquide pourrait exister à la surface. Le système TRAPPIST-1, à seulement 40 années-lumière de nous, possède 7 planètes rocheuses, dont 3 ou 4 se trouvent dans la zone habitable. Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche de notre système solaire, orbite dans la zone habitable de notre voisine stellaire la plus proche. Ces découvertes sont exaltantes. Elles montrent que les ingrédients de base sont là, partout.
mais elles rendent le silence de Fermi encore plus assourdissant. Parce que si les planètes habitables sont si communes, pourquoi le résultat, la vie, la conscience, la technologie est-il si rare? Pourquoi, parmi ces milliards de candidates, le ciel reste-t-il silencieux? La réponse, si notre analyse est correcte, est que la zone habitable n'est que le premier d'une longue série de filtres. Être dans la zone habitable est nécessaire, mais terriblement insuffisant. C'est comme dire qu'un terrain de football était nécessaire pour un match de football. C'est vrai. Mais le terrain seul ne crée pas le match. Il faut les joueurs, les règles, l'arbitre, le ballon et des milliers d'autres conditions. La zone habitable est le terrain. Le match, lui, requiert tout le reste. Et tout le reste est d'une rareté qui confine au miracle. Chaque exoplanète découverte dans une zone habitable est un terrain vide. Nous n'avons encore aucune preuve que le match se joue sur aucun d'entre eux. Le James Webb Space Telescope pourrait changer cela en détectant des biosignatures atmosphériques sur certaines de ces planètes. Mais jusqu'à présent, chaque nouveau terrain découvert est silencieux. Chaque nouvelle planète habitable est un fil qui s'est probablement rompu à l'un des nœuds que nous avons décrits, ou peut-être à tous. Et à partir de cette combinaison unique, le fil a continué de se dérouler pendant 4 milliards d'années, tissant une biosphère d'une complexité et d'une beauté qui défie l'imagination. Mais même si la vie apparaît, le fil n'est pas sauvé. Parce que la vie microbienne et la vie intelligente sont séparées par un gouffre que des milliards d'années d'évolution ne garantissent pas de franchir. La vie sur Terre est apparue il y a environ 3,8 milliards d'années sous forme de simples organismes unicellulaires. Pendant les 2 milliards d'années suivantes, rien de significatif ne s'est passé. Pendant 2 milliards d'années, la vie sur Terre est restée microscopique, unicellulaire, invisible à l'œil nu. Pas de plantes, pas d'animaux, pas de cerveau, pas de conscience. Juste des bactéries et des archées flottant dans les océans et colonisant les roches. Puis, il y a environ 1,8 milliard d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un événement que le biologiste Nick Lane a qualifié de peut-être l'événement le plus improbable de toute l'histoire de la vie. Une cellule primitive a englouti une autre cellule sans la digérer. Au lieu de cela, les deux cellules ont formé une symbiose permanente. La cellule englobée est devenue ce que nous appelons une mitochondrie, la centrale énergétique de la cellule eucaryote. Cet événement, l'endosymbiose, semble ne s'être produit qu'une seule fois dans toute l'histoire de la vie sur Terre. Une seule fois en 4 milliards d'années. Si c'est un événement qui se produit couramment, pourquoi n'est-il arrivé qu'une seule fois? Et s'il ne s'est produit qu'une seule fois, à quel point est-il improbable? Sans cet événement, la vie complexe n'aurait jamais existé. Pas de plantes, pas d'animaux, pas de champignons, pas de cerveau, pas de vous et moi. Tout ce qui est plus complexe qu'une bactérie dépend de cette symbiose originelle, et elle semble avoir été un accident unique dans l'histoire de notre planète. Puis il y a eu l'explosion cambrienne, il y a environ 540 millions d'années, quand la diversité animale a soudainement explosé en une prolifération de formes de vie complexes. Pourquoi, à ce moment-là et pas avant? Après 3 milliards d'années de vie microscopique, qu'est-ce qui a déclenché cette explosion? Et puis l'intelligence. Sur les milliards d'espèces qui ont existé sur Terre au cours de l'histoire de la vie, une seule a développé une intelligence technologique. Une seule. Les dinosaures ont dominé la planète pendant 165 millions d'années, bien plus longtemps que les mammifères, et aucun d'entre eux n'a développé de technologie. L'intelligence technologique n'est pas un résultat inévitable de l'évolution. C'est une anomalie, un accident, un nœud du fil si improbable que même sur une planète grouillante de vie, il pourrait ne jamais se former. Le concept du grand filtre, proposé par l'économiste Robin Hanson en 1988, tente de formaliser cette idée. Si l'univers est vide de civilisation technologique, c'est parce que quelque part,
entre la formation d'une planète habitable et l'émergence d'une civilisation interstellaire, il existe un filtre, un obstacle si difficile à franchir que presque aucune lignée de vie ne le surmonte. La question terrifiante est de savoir si ce filtre est derrière nous ou devant nous. S'il est derrière nous, nous avons eu une chance extraordinaire et nous sommes les survivants. S'il est devant nous, il nous attend encore et notre civilisation est condamnée à échouer avant d'atteindre les étoiles. Le silence du cosmos, le fait que personne ne réponde à l'appel de Fermi, suggère que le filtre est réel et qu'il est probablement derrière nous, distribué à travers les dizaines de nœuds du fil que nous venons de parcourir. Reprenons les nombres, parce que les nombres racontent l'histoire mieux que les mots. Nous avons commencé à 100%, zone habitable galactique, 10%, type de galaxie approprié, 10%, environnement calme, 10%, zone habitable stellaire, 5%, étoile stable de type G, 20%, orbite circulaire, 10%, Jupiter bien placé, 10%, lune stabilisatrice, 1%, tectonique des plaques, 5%, champ magnétique, 10%, eau exacte, 1%, cycle du carbone, 1%, atmosphère viable, 5%, stabilité climatique incluant survie des extinctions, 10%, et puis l'apparition de la vie, le facteur le plus incertain. Les estimations varient de 1% à 1 sur 1 milliard. Prenons 1 sur 1 million, conservateur mais pas extrême. Transition vers la vie eucaryote par endosymbiose, un événement unique en 4 milliards d'années, peut-être 1 sur 10 000. Évolution multicellulaire complexe, intelligence, technologie. Chaque étape, un filtre supplémentaire. Quand vous multipliez tous ces facteurs, le nombre résultant fait disparaître l'avantage du nombre écrasant de planètes. C'est l'argument central de l'article de 2018 de Sandberg, Drexler et Ord de l'Université d'Oxford, publié dans Proceedings of the Royal Society. Leur analyse a montré que lorsqu'on prend en compte les véritables incertitudes, la probabilité que nous soyons seuls dans l'univers observable n'est pas négligeable. Elle est substantielle. Leur modèle trouvait environ 39% de probabilité que nous soyons la seule civilisation dans l'univers observable, et environ 85% que nous soyons les seuls dans notre galaxie. Ce résultat a choqué beaucoup de monde. Pas parce qu'il disait que nous sommes définitivement seuls, mais parce qu'il montrait que l'affirmation « l'univers doit grouiller de vie » reposait sur des hypothèses optimistes non justifiées. Quand on les remplace par les véritables intervalles d'incertitude, la solitude devient probable. Le paradoxe de Fermi n'est peut-être pas un paradoxe du tout. Si la probabilité de la vie intelligente est aussi faible que les filtres le suggèrent, le silence du cosmos est exactement ce qu'on devrait s'attendre à entendre. Le silence n'est pas un mystère, c'est la réponse. Nous avons passé 60 ans à chercher un signal et le résultat a toujours été le même. Et ce silence, quand il est suffisamment long et suffisamment profond, n'est pas l'absence d'information. C'est de l'information. Personne d'autre ne parle parce que personne d'autre n'existe pour parler. Chaque nœud est un filtre. Chaque filtre élimine la grande majorité des candidats. Et la combinaison de tous les filtres ensemble produit un nombre si petit que la vie intelligente pourrait n'être apparue qu'une seule fois dans tout l'univers observable. Et voici la révélation statistique que cette histoire a construite nœud par nœud. Les astronomes estiment qu'il y a environ 10 milliards de galaxies dans l'univers observable. Chacune contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Si nous supposons qu'en moyenne chaque étoile possède une planète, cela nous donne 10 puissance 21 planètes, soit 1 milliard de milliards de planètes dans l'univers observable. C'est un nombre écrasant, un nombre qui devrait rendre la vie inévitable, omniprésente, banale. Sauf que notre calcul de probabilité, en empilant les filtres cosmiques les uns sur les autres, nous a conduit à un chiffre du même ordre de grandeur que l'inverse de ce nombre. La probabilité que toutes les conditions nécessaires soient réunies sur une seule planète correspond approximativement
à la probabilité que cela se produise une seule fois sur une seule planète dans tout l'univers observable. Une fois. Sur 1 milliard de milliards de milliards de tentatives. Et cette fois, c'est nous. Le fil que nous avons suivi depuis le début de cette histoire, le fil qui s'étend sur 4,5 milliards d'années, le fil qui ne devait pas tenir, ce fil est peut-être le seul fil dans tout le cosmos. La seule ligne continue entre la chimie inerte et la conscience. Le seul chemin qui n'ait pas été rompu par l'un des milliards de nœuds qui auraient pu le casser. Bien sûr, ces calculs comportent des incertitudes. Peut-être que certains de nos facteurs sont un peu trop pessimistes. Peut-être que la vie peut émerger dans des conditions que nous n'avons pas imaginées. Peut-être que l'univers est infiniment plus grand que la partie observable, ce qui augmenterait les chances. Mais même en tenant compte de ces incertitudes, la conclusion reste stupéfiante. Quand Frank Drake a proposé son équation en 1961, lors d'une conférence à Green Bank en Virginie occidentale, les scientifiques présents, dont Carl Sagan et le jeune astronome qui allait devenir l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de l'histoire, étaient remarquablement optimistes. Sagan estimait que la galaxie pourrait contenir 1 million de civilisations technologiques. 1 million. Ce nombre était basé sur des hypothèses généreuses pour chaque facteur de l'équation. Des hypothèses qui reflétaient de l'enthousiasme d'une époque où l'exploration spatiale venait de commencer et où tout semblait possible. 40 ans plus tard, 2 géoscientifiques de l'Université de Washington, Peter Ward et Donald Brownlee, publiaient un livre qui renversait cette perspective. Rare Earth, publié en 2000, argumentait que la vie microbienne pourrait être relativement commune dans l'univers, mais que la vie complexe, les animaux, les plantes, les cerveaux, est extraordinairement rare. Leur argument reposait sur l'accumulation de tous les filtres que nous avons examinés, la position galactique, le type d'étoile, les gardiens planétaires, la tectonique, le champ magnétique, l'eau et sur le fait que chaque filtre, pris individuellement, semble raisonnable, mais que leur multiplication produit un nombre minuscule. Le débat entre l'optimisme de Sagan et le pessimisme de Ward et Brownlee continue aujourd'hui. Mais la tendance des données des 2 dernières décennies penche vers Ward et Brownlee. Chaque nouvelle découverte sur les conditions nécessaires à la vie ajoute un filtre supplémentaire. Chaque nouvelle compréhension de la complexité de la biochimie rend l'abiogenèse plus mystérieuse. Et le silence persistant de SETI, malgré des moyens techniques de plus en plus puissants, continue de peser en faveur de la rareté. Sagan avait une phrase célèbre. « L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. » Il avait techniquement raison. Mais après 60 ans de recherche active sans le moindre signal, l'absence de preuve commence à ressembler de plus en plus à une preuve de l'absence. Pas une preuve définitive, mais une indication de plus en plus forte que ce que nous cherchons n'est tout simplement pas là. Nous sommes peut-être les seuls. Non seulement les seuls dans notre galaxie, les seuls dans tout l'univers observable. Cette perspective peut sembler effrayante, vertigineuse, déprimante même. Être seul dans un cosmos immense. Mais je vous invite à voir la chose autrement. Revenons au fil. Ce fil qui s'étend sur 4,5 milliards d'années à travers chaque filtre cosmique imaginable. La bonne galaxie, la bonne position dans la galaxie, la bonne étoile, la bonne orbite, le bon gardien, la bonne lune, la bonne tectonique, le bon champ magnétique, la bonne quantité d'eau, le bon cycle du carbone, la bonne atmosphère, l'apparition de la vie, l'endosymbiose, l'explosion cambrienne, l'intelligence. Chacun de ces nœuds aurait pu rompre le fil. Aucun ne l'a fait. Le fil a tenu. Pendant 4,5 milliards d'années, à travers des bombardements d'astéroïdes, des glaciations globales, des extinctions massives, des inversions du champ magnétique, des éruptions volcaniques cataclysmiques, des variations de la luminosité solaire, le fil a tenu. Il a plié. Il a tremblé. Il a failli se rompre à plusieurs reprises, mais il a tenu. Et le résultat de ce fil qui a tenu, c'est vous. C'est le fait que vous existez.
que vous respirez, que vous êtes conscient, que vous pouvez lever les yeux vers le ciel et vous émerveiller devant l'immensité du cosmos, que vous pouvez poser la question « Sommes-nous seuls ?» et comprendre la profondeur de cette question. Si nous sommes effectivement seuls, cela fait de notre planète et de la vie qu'elle abrite quelque chose d'infiniment précieux. Cette perspective change radicalement notre rapport à la Terre. Notre planète n'est pas juste une maison, c'est peut-être le seul refuge de vie dans un univers par ailleurs stérile et indifférent. Chaque espèce qui s'éteint n'est pas simplement une perte locale, mais possiblement une perte cosmique irréparable. Notre responsabilité envers cette planète prend alors une dimension presque sacrée. Nous ne sommes pas simplement en train de détruire notre habitat. Nous sommes peut-être en train de compromettre le seul endroit dans un milliard de planètes où la conscience existe. Paradoxalement, cette solitude cosmique peut nous rapprocher les uns des autres. Nous sommes tous embarqués sur le même vaisseau spatial, un minuscule point bleu pâle dans l'immensité noire. Et nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Nos différences, nos conflits, nos querelles semblent bien dérisoires face à cette réalité. Le fil ne devait pas tenir. Il a tenu quand même. Et le fait qu'il ait tenu est peut-être la chose la plus extraordinaire, la plus improbable et la plus précieuse qui se soit jamais produite dans l'univers entier. Il y a un aspect de ce silence qui est rarement mentionné, mais qui mérite d'être considéré. Même si nous ne sommes pas complètement seuls, même si quelques autres filles tiennent quelque part dans les 2000 milliards d'illinos de galaxies, les distances intergalactiques assurent que nous ne le saurons probablement jamais. Une civilisation dans une galaxie à 100 millions d'années-lumière pourrait être la société la plus avancée que l'univers ait jamais produite. Et nous ne le saurions pas. Pas parce que nos instruments sont insuffisants, mais parce que 100 millions d'années-lumière de vide en expansion séparent nos feux de camp respectifs. Le silence de Fermi pourrait signifier que nous sommes seuls, ou il pourrait signifier que nous sommes effectivement accompagnés, mais tellement isolés par les distances cosmiques que c'est exactement la même chose. La solitude fonctionnelle est indistinguable de la solitude absolue quand les distances impliquées excèdent la capacité de la lumière elle-même à les franchir dans la durée de vie d'une civilisation. Mais il y a aussi une autre possibilité, plus troublante encore. Le grand filtre pourrait ne pas être derrière nous, il pourrait être devant nous. Si c'est le cas, alors le fait que nous n'observons pas d'autres civilisations n'est pas parce que la vie est rare. C'est parce que les civilisations technologiques s'autodétruisent avant de pouvoir se manifester à l'échelle galactique. Les armes nucléaires, le changement climatique, l'intelligence artificielle incontrôlée, les pandémies artificielles. Chacun de ces risques existentiels est un nœud du fil qui se trouve encore devant nous sur la ligne du temps. Et si ces nœuds sont le véritable grand filtre, alors notre avenir est considérablement plus sombre que notre passé. L'optimiste en moi espère que le filtre est derrière nous, que la difficulté astronomique de l'abiogenèse, de l'endosymbiose, de l'explosion cambrienne, de l'émergence de l'intelligence, c'est là que les fils cassent, pas après. Que les civilisations technologiques, une fois qu'elles émergent, peuvent survivre indéfiniment. Mais le pessimiste en moi note que nous n'avons aucune preuve de cette survie. Pas une seule civilisation technologique n'a laissé de traces détectables dans le cosmos observable. Pas une seule mégastructure, pas un seul signal. Le silence est compatible avec les deux hypothèses. Le filtre derrière, où la vie est si rare qu'elle n'apparaît presque jamais. Le filtre devant, où la vie apparaît souvent mais se détruit toujours avant de pouvoir être vue. Le fil que nous suivons depuis le début de cette histoire est peut-être le seul dans l'univers, ou il est l'un parmi des milliers qui ont